Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo de 10 minutes sur la loi de Coulomb. Elle est très similaire à la loi de Newton, ça ne devrait pas poser de problème. Dans quelques jours, je reviendrai avec une autre vidéo sur le champ électrique. Et là, ce sera un petit peu plus compliqué pour comprendre le champ électrique. Je vous conseille de relire vos notes sur le champ gravifique. Alors c'est parti. Alors je commence avec un tout petit rappel de notions que vous avez apprises quand vous étiez un petit peu plus jeune et qui concernent entre autres la série triboélectrique. Que se passe-t-il si vous frottez du PVC sur la fourrure de votre chat? La fourrure de votre chat est ici dans la série triboélectrique et la bouteille de PVC est ici. Le PVC va donc se charger négativement, tandis que la fourrure de chat se chargera positivement. Comment? Eh bien tout simplement par frottement, il y a une électrisation et la bouteille de PVC est capable d'arracher des électrons à la fourrure du chat. Or vous vous rappelez de l'atome de Bohr. L'atome de Bohr, on sait qu'il est insuffisant pour expliquer toutes les observations scientifiques à l'heure actuelle, mais il convient toujours bien pour expliquer pas mal de choses, et vu sa simplicité, on continue à y faire référence. Donc ceci représenterait un atome neutre, avec autant de protons dans le noyau que d'électrons répartis autour du noyau. Je ne considère pas les neutrons puisqu'électriquement ils ne jouent aucun rôle. La bouteille de PVC a arraché des électrons à la fourrure du chat. Cet atome se retrouve donc chargé négativement par excès d'électrons. Tandis que pour la fourrure du chat, on part d'atomes neutres avec autant de protons que d'électrons et les atomes de la fourrure cèdent des électrons à la bouteille et donc la fourrure devient chargée positivement par manque d'électrons. Que se passe-t-il si on frotte maintenant une baguette de verre sur la fourrure du chat? La fourrure du chat occupe toujours la même position, elle est ici, la baguette de verre est ici, c'est donc maintenant le verre qui va devenir positif et la fourrure qui deviendra négative. Comment? Eh bien simplement c'est la baguette de verre qui va céder ses électrons au chat. La baguette se retrouve avec un défaut d'électrons et développe donc une charge positive puisqu'elle a plus de protons que d'électrons et la fourrure du chat se retrouve négative par excès d'électrons. Vous avez également appris que si vous approchez les deux baguettes de verre qui ont été électrisées sur la peau du chat, elles se repoussent. Tandis que si vous présentez la bouteille électrisée devant la baguette de verre électrisée, alors elles vont s'attirer puisque des charges opposées s'attirent. Donc tout ça vous connaissiez déjà. Maintenant on va devoir quantifier ces forces d'attraction ou de répulsion électrique. Et ça a été le travail de M. Coulomb en 1785. Alors il a utilisé ce qu'on appelle une balance à torsion. C'est un système ingénieux qui consiste en fait à enfermer, pour éviter tous les courants d'air, deux sphères métalliques à l'intérieur d'un cylindre. Une sphère métallique est liée via un bâtonnet isolant, ici c'est du bois, à un contrepoids, et suspendue via un fil de torsion qui est accroché ici au-dessus de la structure. En face de cette première sphère métallique, on peut présenter une deuxième sphère métallique qui est accrochée par un fil isolant et qui est raccordée à l'extérieur via ce bouchon, et donc on peut retirer ou faire rentrer la sphère métallique à l'intérieur du système. Comment Coulomb est-il parvenu à charger les sphères métalliques? Eh bien tout simplement, on a parlé de l'électrisation par frottement. Reprenez votre baguette de verre, frottez-la contre une sphère métallique qui est isolée du sol. Dans la balance à torsion, c'est via un fil isolant. Ici, c'est sur un support isolant, c'est exactement la même chose. La sphère métallique, au départ, est neutre puisqu'elle contient autant de protons que d'électrons, mais comme c'est un métal, elle possède des électrons libres de se déplacer, et au fur et à mesure que vous allez frotter la baguette positive, la charge positive va attirer des électrons libres de la sphère métallique, et quand vous éloignerez la baguette, eh bien, vous aurez retiré des électrons à la sphère métallique qui portera alors une charge positive. Voilà donc comment on peut facilement charger une sphère métallique. Et c'est la technique qui a été utilisée par Coulomb. Alors dans un premier temps, il règle la balance à torsion pour que lorsque les deux sphères sont neutres, une sphère soit exactement en contact avec l'autre et que le fil de torsion ne soit pas tordu du tout. Il enlève cette sphère qui est neutre, il la charge comme on vient de le décrire, et puis il la replace à l'intérieur. Il place donc ici une charge positive. On a dit que les deux sphères étaient alors en contact l'une avec l'autre, ce qui revient donc à mettre les deux sphères en contact, une qui est chargée, l'autre qui est neutre, celle-ci est chargée, celle-ci est neutre pour l'instant, et donc les électrons libres de la sphère neutre voient une charge positive et sont attirés. On a des électrons libres qui vont passer sur la sphère chargée positivement jusqu'à ce que les deux sphères portent exactement la même charge. Donc si on avait présenté au départ une charge positive ici,
on a maintenant la moitié de la charge positive qui se retrouve sur celle-ci et l'autre moitié qui est passée sur celle-là. Et donc les deux sphères portent exactement la même charge et se repoussent violemment. Et donc cette sphère-ci va être repoussée violemment vers la droite sur le schéma et le fil de torsion ici va se tordre. On va assister à quelques oscillations du balancier et puis la situation va se stabiliser. Une fois que la situation est stabilisée, on peut dire que la force de torsion qui retient la sphère compense exactement la force de répulsion électrostatique qui existe entre les deux charges électriques qui sont ici. Et vous voyez que sur le pourtour de l'expérience de Coulomb, il y a une règle graduée, et donc on parvient à évaluer l'angle duquel le balancier a tourné, et connaissant cet angle et les caractéristiques du fil, on peut avoir accès à la valeur de la force de torsion. Et quand on a accès à la valeur de torsion, puisqu'elle compense la force électrostatique entre les deux sphères, on a accès à la force électrostatique. Voilà donc le système de Coulomb. Alors dans un premier temps, il a étudié l'influence de la distance entre les deux charges. Il a remarqué que si la distance que j'appelle R, donc qui est la distance entre une sphère et l'autre, si la distance R double, alors la force électrique est divisée par un facteur 4. Il en déduit donc que la force électrique est proportionnelle à l'inverse de la distance élevée au carré. Il étudie ensuite l'influence de la charge, et donc il charge les sphères avec des valeurs de plus en plus grandes ou de plus en plus petites. On vient de le voir, séparer facilement la charge en deux parties identiques, donc on peut facilement diviser la charge par 2. Et il remarque que si une des deux charges est divisée par 2, la force résultante est divisée par 2, et si les deux charges sont divisées par 2, la force électrostatique entre les deux sphères est alors divisée par 4. Il en déduit donc que la force électrique est proportionnelle au produit des deux charges. On en déduit donc que la force électrique doit être proportionnelle à Q1 fois Q2 divisé par la distance qui les sépare élevée au carré. Alors je ne vous ai pas encore parlé de la valeur de la charge. Elle est évidemment liée à la charge électrique élémentaire qui est celle de l'électron et que vous devez connaître. La charge de l'électron c'est moins 1,602 fois 10 exposant moins 19, et évidemment on ne pouvait communiquer que donner le nom de Monsieur Coulomb, donc la charge électrique s'exprime en Coulomb. Ce qui veut donc dire que la charge du proton est exactement égale à la charge de l'électron en valeur absolue, puisque le proton est positif, et que l'atome est neutre, or l'atome contient autant de protons que d'électrons. Donc la charge du proton est la même que celle de l'électron. Alors vous allez me dire qu'en chimie vous travaillez avec le Na+, et que votre prof de chimie vous dit que la charge c'est plus 1. C'est vrai, mais ceci c'est une charge relative. Ça veut dire que c'est un atome de sodium qui a perdu un électron. Cet atome-ci se retrouve donc avec un proton de son noyau qui n'est plus compensé par la charge d'un électron qui est parti, et donc la charge réelle, la charge électrique du Na+, c'est en fait une charge plus 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Alors voilà l'expression de la loi de Coulomb. Cette constante-ci vaut dans l'air ou dans le vide 9 milliards, c'est-à-dire 9 fois 10 exposant 9, et si vous observez la loi, eh bien vous verrez que vous devez avoir des newtons pour exprimer une force, que vous allez multiplier par des coulombs, multiplier eux-mêmes par des coulombs, ce qui donne des coulombs au carré, donc vous allez devoir diviser par des coulombs au carré, et vous allez diviser par une distance exprimée en mètres élevés au carré, vous allez donc devoir multiplier par des mètres au carré. Ceci, c'est donc l'unité de la constante électrique. Alors on remarque évidemment que la loi de Coulomb est très très proche de la loi Newton. Il y a juste deux petites différences. Dans la loi Newton, les masses sont toujours des scalaires positifs et donc on n'a pas besoin de mettre les valeurs absolues. Et la grande différence, c'est que dans le monde des masses, les forces sont toujours attractives. Elles dépendent du produit des masses et sont inversement proportionnelles à la distance élevée au carré, mais ce sont toujours des forces d'attraction. Tandis qu'en électricité, si on a deux charges qui portent les mêmes signes, ce sont des forces de répulsion, et si on a deux charges de signes opposés, ce sont des forces d'attraction. Donc, moi je conseille toujours de mettre le produit des charges ici en valeur absolue, parce que sinon, en fonction du signe de la charge que portent les corps, vous allez tomber sur des forces négatives, et comme on vient de travailler toute l'année en physique vectorielle, avec des composantes scalaires positives et négatives qui n'ont de sens que dans un référentiel, ça va vous embrouiller. Prenez donc toujours les valeurs absolues, cette loi de Coulomb ne vous donne que l'intensité de la force, et puis observez la situation pour trouver le sens des vecteurs. Les vecteurs sont appliqués aux deux centres, et sont soit
parfaitement opposées, soit ce sont deux forces parfaitement attractives. Alors une dernière chose, vous allez remarquer que quand on parle de force électrostatique entre des corps chargés, on oublie quasiment toujours la force de gravitation. Pour quelle raison? Étudiez par exemple la force électrique entre deux électrons, donc imaginez que ceci soit un électron et que ceci soit l'autre. Ces deux électrons portent chacun une masse. La masse d'un électron, elle vaut 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg. Imaginez que ces deux électrons soient situés à 1 mètre l'un de l'autre. Ça veut dire alors que dans le monde de la gravitation, les deux électrons s'attirent mutuellement, puisque ce sont deux masses qui sont situées quelque part dans l'univers. Il n'y a pas de raison que cette force gravitationnelle n'existe pas. Donc elle existe, et que vaut-elle? Eh bien, il suffit d'appliquer cette relation. Ceci, on sait que ça vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11. Ceci, c'est la même chose que ceci, donc j'aurai cette valeur exprimée au carré. Et si je sépare les électrons d'un mètre, ceci vaut simplement 1 mètre. On obtient alors 5,5 fois 10 exposant moins 71 newtons. J'étudie maintenant la répulsion entre ces deux électrons. Cette constante, si on est dans l'air, vaut 9 fois 10 exposant 9. Chacune des deux charges ici en valeur absolue me donnera 1,602 fois 10 exposant moins 19, idem pour celle-ci, et on a dit qu'on plaçait les deux électrons à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Ceci me conduit à une force électrique entre les deux charges, qui est égale à 2,3 fois 10 exposant moins 28 newtons. Le rapport entre les deux est un rapport de 10 exposant 42, ce qui veut donc dire que la force électrique est 10 exposant 42 fois plus conséquente que la force gravitationnelle. Donc en électrostatique, on utilise rarement la loi de gravitation, on oublie les masses parce que l'attraction gravifique est complètement négligeable par rapport à l'interaction électrostatique entre les charges. Voilà, donc vous avez vu, c'était pas très compliqué cette loi de Coulomb. Vous pouvez déjà commencer à faire vos exercices sur les forces électriques et dans quelques jours, je vous donne les exercices sur le champ électrique. À tout bientôt, portez-vous bien.